Nous allons continuer un peu sur les mêmes sujets. On va parler sous maintenant. On va parler droit culturel avec Bertrand Kriel qui va me rejoindre. Et Bertrand est coprésident de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Bonjour Bertrand. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au BIS pour cette proposition qui m'a été faite d'être grand témoin aujourd'hui, qui je dois dire m'a un peu flatté, décontenancé et fait un peu peur aussi. Je ne suis pas forcément très à l'aise dans ce genre d'exercice, mais je vais faire de mon mieux. Donc je voulais commencer par vous dire l'organisation que je co-préside et qui est l'UFISC, parce que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui savent exactement ce que c'est. Donc la traduction, c'est Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Et ce qui est important là-dedans, c'est que c'est une union, que c'est fédéral et que ça concerne des structures culturelles. On aurait aimé rajouter le terme artistique dans l'histoire, mais ça ne nous permettait plus de faire un petit jeu de mots au clin d'œil avec le fisc, qui a été la raison initiale de notre rapprochement entre organisations professionnelles pour essayer de travailler ensemble sur des sujets qui nous paraissaient très complexes et difficiles à gérer chacun de notre côté. Les chacun en question, c'était FEDERCI, la Fédération des compagnies indépendantes du spectacle vivant, qui est devenu le SINAVI, Syndicat national des arts vivants aujourd'hui. C'était le syndicat du cirque de création, le SCC, qui s'appelait, je ne pense pas exactement comme ça à l'époque. C'était la Fédération des arts de la rue et c'était la FEDUROC. Donc, 4 disciplines différentes avec la FEDERCI qui comprenait aussi des danseurs, aussi des musiciens et pas seulement des gens de théâtre, et qui se sont donc retrouvés en se disant que ça serait bien de travailler un certain nombre de questions qui dépassaient nos problématiques, les problématiques quotidiennes de nos adhérents, de les travailler en commun pour essayer de faire avancer la reconnaissance par le monde qui nous encadre, de cette réalité profonde qui est ce qu'on appelait à l'époque le tiers secteur, ce que Vincent de Sèze du syndicat des musiques actuelles, qui est un de nos membres, a dit tout à l'heure, l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Et en fait, comment est-ce qu'on peut définir ça? Je pense que le terme tiers secteur est le plus propre et le plus facile pour illustrer ce que c'est, en pensant à ce qu'était le tiers État. En fait, le tiers secteur, c'est ce qui n'est pas. C'est ce qui n'est pas le secteur public et c'est ce qui n'est pas le secteur privé dont l'argent est le moteur de l'intervention. Et comme le tiers-État, nous sommes la très grosse majorité des entreprises du secteur du spectacle. Et on s'élargit au-delà du spectacle, puisqu'on travaille, enfin, on a aussi dans nos membres des radios et on a aussi des représentants des associations qui s'occupent d'art plastique. Donc, ce sont des gens, des organisations dont le but d'existence et de fonctionnement vient d'initiatives privées, mais qui ne sont pas là pour gagner de l'argent, qui sont là pour faire en sorte que les artistes puissent s'exprimer le mieux possible dans la plus grande liberté possible et la plus grande diversité possible, et que ce qu'ils vont faire puisse être montré au plus grand nombre de spectateurs possible dans tous les endroits possibles, ce qui est une lourde tâche. Et donc on a été créé en 2000, on s'est créé en 2001, ça fait un peu plus de 20 ans, et en un peu plus de 20 ans, on a au moins obtenu la reconnaissance du fait que nous représentons des entreprises qui sont des entreprises nombreuses et qui ont un rôle très important à jouer dans le secteur des arts de la culture. Ça, c'est l'UFISC. Et moi, j'en étais fondateur à l'époque et j'en suis aujourd'hui, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, la moitié masculine de la présidence, puisque nous avons une coprésidence paritaire et que nous avons considéré que avoir un homme et une femme était un des moyens d'arriver plus vite et plus simplement et plus clairement à une véritable parité, c'est-à-dire qu'on essaye de ne plus se poser la question du genre quand on parle à des gens et quand on leur donne des fonctions. Ceci dit, on sait que c'est un des sujets importants sur lesquels nous avons encore à travailler. Ceci étant dit,
le sujet, c'était écrire l'avenir. Et ce sujet est évidemment une question difficile et que je me suis dit comment est-ce que je peux l'aborder. Et la première solution immédiate, presque évidente, c'était de faire ce que un certain nombre de grands témoins ont fait, un constat de tous les problèmes, de tous les enjeux, de tous les chantiers sur lesquels nous travaillons en ce moment et auxquels nous sommes confrontés. Ces constats sont objectivement très partagés dans tout ce que vous avez déjà entendu sur les témoins d'aujourd'hui, les témoins d'hier. En gros, on est d'accord. On a les mêmes soucis d'environnement, de parité, de diversité, d'organisation du système, de refonte du paradigme, et surtout sur ces questions production-diffusion. Donc, ils l'ont tous dit, je ne vais pas le redire. La deuxième manière de voir les choses, qui me semblait peut-être plus juste par rapport à l'objectif, c'était de me dire, il y a 10 ans, qu'est-ce que j'aurais répondu à cette question par rapport à aujourd'hui? Il y a 10 ans, c'était en 2013. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait en 2013, à vrai dire, de particulier. Donc 10 ans, ça ne m'a pas suffi. Du coup, je me suis dit, remontons 20 ans en arrière. Donc là, on était tout jeune, c'était 2003. Alors là, des souvenirs, il y en a. Et entre autres, il y a le fameux rapport de Bernard Laterger, je ne vais pas parler d'intermittence, rassurez-vous, qui avait à peu près les mêmes constats que ceux qu'on a aujourd'hui, que notre secteur souffre d'un vrai problème de l'organisation, de la production et de la diffusion. Et du coup, pour penser positivement l'avenir à 10 ans, c'était pas forcément une très bonne solution, parce qu'en fait, en 20 ans, on n'a pas beaucoup progressé. Donc ça voudrait dire que dans 10 ans, ça ne changera pas non plus. Donc c'est pas très optimiste. Et c'était un peu dommage, parce que quand même, il y a des choses qui ont changé. Déjà, on est là. Alors qu'il y a 10 ans, il a fallu qu'on se batte très fort pour y être, dans les discussions avec l'État, avec tous les partenaires avec lesquels on travaille. Donc je me suis dit, mais pour être positif quand même, essayons de revenir aux fondamentaux. Et qu'est-ce que c'est le fondamental? Le fondamental, c'est vraiment la question de l'art, de l'œuvre d'art et de l'accès à l'œuvre d'art. L'accès sous ces deux pans, faire l'œuvre d'art et être spectateur de l'œuvre d'art, donc pouvoir la montrer. Et ça nous amène en fait à un des sujets qui est devenu un sujet important pour nous, qui n'existait pas en 2003 ou qu'on n'avait pas formulé comme ça. C'est la question des droits culturels, sur laquelle on s'est beaucoup battu aussi, qui est un de nos gros axes de réflexion et de présentation de chantier. Qu'est-ce que c'est que les droits culturels? Ça paraît à beaucoup un peu fumeux, un peu théorique, un peu juridique, un peu philosophique, un peu pas du tout concret. Et en fait, si. Ce qui est concret, c'est que les droits culturels, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la manière qui lui convient, soit à l'expression par l'art, fabriquer du beau à sa manière, soit à contempler le beau, à le trouver beau et à s'en réjouir. Donc voilà, c'est vraiment ce fondamental. Et si on part de ce fondamental, la vision de dans 10 ans est transformée. Parce que justement, l'art, l'expression par le beau, et ce que ça vous procure comme sensation, et ben c'est ça qui est essentiel aux hommes en fait. Aux hommes avec un grand H, avec l'espèce humaine. Autant que le rire, c'est ça qui nous caractérise. Et c'est pour ça que le côté secteur pas essentiel qu'on a si mal vécu, en plus, c'était une négation de la réalité et vraiment un déni de ce que c'est que l'humanité et de ce qui fait humanité en nous. C'est-à-dire que dans les pires conditions matérielles, ce qui nous rassure et ce qui éventuellement nous console et ce qui nous donne envie d'aller plus loin, c'est l'art. Encore une fois, en faisant, en étant spectateur, en y pensant. Et donc voilà. J'ai décidé que c'était sous cet angle-là que j'avais envie de voir les 10 ans qui viennent et donc de vous dire, en me disant moi-même, que dans 10 ans, on sera encore là et on sera encore plus nombreux et ça sera encore mieux. Merci. Mais oui, on sera encore là dans 10 ans. Alors cette question des droits culturels est évidemment clé et pratiquement, parce que quand on discute, quand je ne suis pas sur les scènes du BIS, je travaille avec des citoyens dans le cadre de dialogue citoyen et avec le département de la Haute-Garonne, on avait tiré au sort des citoyens de la Haute-Garonne pour leur parler de la culture et notamment des plafonds qu'on observe, les plafonds de verre qu'on observe dans les pratiques culturelles.
Et en fait, les gens nous ont dit quelque chose d'extrêmement simple quand on parlait de cet exercice du droit à être dans une œuvre, face à une œuvre, c'est que souvent, les personnes sont emmenées par une autre. Et ce qui déclenche ça, c'est l'accompagnement. Oui, tout à fait. Et est-ce que cet embarquement dans la culture, dans des champs culturels qu'on ne connaît pas nécessairement, avec quelqu'un, est-ce que finalement ça pourrait pas être aussi mentionné dans le droit culturel, d'être pris en charge, emmené, Mais bien sûr, découvrir. encore une fois, l'accès à l'œuvre d'art, il est l'accès au beau, le sentiment du beau et le fait que ça procure un plaisir, il est universel, il est spontané et la question ne se pose pas. Chacun a des choses qu'il trouve belles et qui le réjouissent et d'autres pas. Donc ça c'est totalement général. Il n'y a pas besoin de médiation sur la sensation de ce que ça peut être que le beau. Là où il y a besoin de travailler ensemble, c'est effectivement cette question de l'accès. Parce que socialement, on a peur, parce que socialement, on pense qu'on en est exclu. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens dans la population générale. Parce que familialement, socioculturellement, on s'interdit totalement d'imaginer même qu'on puisse avoir la capacité à fabriquer quelque chose de beau, donc à exprimer de l'art avec un grand A parce que ça fait peur. Et c'est à cet endroit-là justement que toutes les associations, toutes les entreprises non lucratives qui se regroupent à l'intérieur de l'UFISC sont motivées en fait. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est vraiment le cœur de leur travail, c'est le cœur de ce qui les motive, c'est cet intérêt général. Et encore une fois, le spectacle en particulier, on n'a pas que du spectacle, mais le spectacle en particulier est typiquement une forme d'art collective parce qu'on va au spectacle ensemble et que une des choses qui fait le caractère essentiel du spectacle en termes disons anthropologiques, c'est que justement vous êtes là nombreux assis et vous êtes en train de m'écouter moi qui parle, mais c'est pas le contenu intellectuel de ce que je raconte qui est important, c'est que je m'adresse à chacun d'entre vous et que vous ressentez quelque chose de ça. Et l'artiste sur le plateau, je ne suis pas artiste hein, vraiment, et puis enfin pas artiste de plateau en tout cas, mais c'est ce que l'artiste fait aussi. Il est là sur le plateau, il vit quelque chose, et parce qu'il est en train de le vivre très intensément sur le plateau, vous en retirez en tant que spectateur quelque chose qui aussi est intransmissible autrement. C'est pas intellectuel, c'est pas raisonnable. Expérientiel. C'est pas de la critique, c'est de la pratique en fait. Il faut le vivre. Et c'est pour ça que c'est essentiellement humain. Merci Bertrand pour ces réflexions sur les droits culturels et cet aspect expérientiel. Merci beaucoup.